Chers auditeurs, auditrices, bonsoir. Bienvenue parmi nous dans votre nouvelle émission, Saka Passé Rock Bon. Voilà, et actuellement, on va passer avec tout ce qui se passe au niveau du Proche-Orient et la Palestine tout précisément. Avec nous, Claude. Claude, bonsoir. Bonsoir, Jawad. Alors, quel est le thème d'aujourd'hui? Vous allez nous parler de quoi? Alors, on va essayer de parler aujourd'hui d'une actualité qui concerne directement Gaza. Pas que Gaza, mais qui concerne aussi beaucoup Gaza. Ça concerne le problème de l'UNRWA. L'UNRWA, c'est une agence onusienne et qui s'occupe des réfugiés. Donc, on va essayer de faire un focus dessus. Et donc, Anne-Claire va en parler un peu plus que moi. Voilà. Donc, moi, je vais essayer de présenter un peu l'émission et dire en premier lieu que c'est une émission qui est faite grâce à Radio Yana Salam, mais qui est faite avec le collectif Free Palestine Guyane, auquel j'appartiens. Et donc, nous avons décidé, avec Radio Yana Salam, de faire des séquences d'informations sur la situation palestine et sur le conflit à Gaza. Voilà. Donc, on va débuter aujourd'hui par une émission sur l'UNRWA. Voilà. Alors, pourquoi on a décidé de le faire? C'est parce qu'en fait, au-delà de ce qui se passe dans les médias grand public, les médias nationaux, on se rend compte que le conflit n'est pas couvert comme il faudrait, ni en temps, ni en quantité d'images, ni non plus en objectivité. Et donc, nous avons décidé, nous, de mettre notre pierre à l'édifice et d'essayer d'apporter aux spectateurs et aux auditeurs guyanais l'information qu'on juge à la fois plus complète, une information qu'on juge plus complète, aussi un peu moins partisane que ce qu'on trouve dans les médias nationaux. Alors, on ne prétend pas être des journalistes, mais compte tenu de l'importance de ce conflit, il nous est apparu essentiel de diffuser auprès de la population guyanaise le plus d'informations qui nous arrivent et qui seraient de nature à permettre de comprendre réellement ce que c'est que le conflit. Parce que le gros problème de ce qui se passe à Gaza, et on l'a dit à plusieurs reprises, c'est qu'on se rend compte que ce conflit est complètement invisibilisé. En clair, on a l'impression qu'il n'y a pas de conflit. On entend dire qu'il y a des choses, on entend dire qu'il y a une guerre, mais on n'a pas vraiment l'impression que c'est une guerre avec des morts. On a l'impression, on entend parler de destruction, mais on n'a pas l'impression que ça concerne des populations. On a vraiment l'impression que la population de Gaza est complètement invisible dans ce conflit et complètement déshumanisée, à tel point qu'on se demande si les milliers de morts qui arrivent avec les bombardements israéliens à Gaza, on en est à peu près à 43 000 morts, on se demande si ce sont des morts réelles ou pas, à tel point que, enfin, quand on regarde les réactions sur les médias nationaux, on a vraiment l'impression qu'on n'a pas affaire à un conflit de cette importance. Or, il faut être très clair, ce qui se passe à Gaza est un conflit hors norme. On n'a jamais assisté sur un territoire aussi petit à autant de massacres et autant de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, et avec toutes les déclinaisons possibles qu'on connaît, un écocide, un génocide, je sais pas quoi, enfin, destruction des écoles, destruction des ambulances, des systèmes de santé, etc. On assiste en réalité à un condensé de ce qu'il y a de pire dans l'humanité à l'heure actuelle, qui est la destruction de toute vie possible, d'une vie à Gaza. Et cette destruction de la vie à Gaza, ça concerne malheureusement énormément d'enfants, énormément d'adultes, mais beaucoup d'enfants et de femmes. On en est probablement à l'heure actuelle à 20 000 enfants, si ce n'est pas plus, ou à peu près, qui ont été tués. Alors, nous, on est un peu absolument pris par ce conflit, et on est tous dans le collectif Free Palestine Guyane,
on est tous très sensibilisés à la question et c'est vrai qu'on est à la recherche d'informations. Et cette information, on veut la partager avec vous parce qu'il nous apparaît important que des choses soient dites, que des informations vous arrivent et que vous fassiez une idée un peu plus objective, plus juste de ce qui se passe à Gaza. Voilà un peu le sens de la démarche du collectif. Et donc, ça va donner lieu à un certain nombre de séquences d'informations qu'on essaiera de produire de manière la plus régulière possible, si c'est possible de manière hebdomadaire, mais on verra. Et on vous apportera les informations qui nous apparaissent comme n'étant pas dites sur les médias nationaux et de nature à vous permettre de vous faire votre propre idée, une idée plus objective. Nous, c'est ce qui nous embête dans ce conflit. On a l'impression qu'on est en train d'assister à un spectacle avec des gens qui meurent comme des mouches et en face, le monde qui assiste de manière complètement indifférente à ce qui se passe à Gaza. C'est comme si les gens qui mouraient, les enfants qui mouraient à Gaza, ces gens-là n'avaient aucune importance, quoi. Comme si un mort à Gaza n'avait pas la même valeur qu'un mort ailleurs. Et ça nous interpelle beaucoup, comme beaucoup de militants de la cause, hein, parce que je pense que notre combat n'est pas localisé qu'en Guyane. On fait partie de ce qui s'appelle quelque part la Palestine mondiale, c'est-à-dire un rassemblement qui, au-delà des pays et des continents, se reconnaissent dans ce qui se passe dans Israël, se reconnaissent aussi beaucoup des conséquences de ce qui se passe pour l'humanité, pour l'avenir de l'humanité. Parce que ce conflit met en cause énormément de problématiques et met aussi en cause le droit international. Et on a vraiment le sentiment que si cette Palestine mondiale, si les peuples ou les populations qui suivent ce conflit, si ces populations ne décidaient pas de se mettre, de manifester et de prendre fait et cause pour la cause palestinienne, on a un peu la crainte que le droit international sorte de cette séquence terrible, sorte complètement meurtrie, avec un gros risque demain de voir apparaître un droit international basé sur la loi du plus fort. Et pour nous, et surtout pour les générations futures, il nous apparaît extrêmement important qu'on se sensibilise donc à ce qui se passe à l'heure actuelle et puis qu'on dise non, il faut qu'on dise ça suffit, arrêtez. Donc dans un premier temps, notre démarche c'est ça, c'est essayer d'informer et puis en même temps de continuer la lutte, le combat qu'on mène pour qu'un cessez-le-feu intervienne le plus rapidement possible à Gaza. Voilà un peu grosso modo ce que nous cherchons à faire, nous le collectif Free Palestine Guyane. Expliquer un petit peu c'est-à-dire l'objectif de ces émissions dans notre émission Saka Passer Rothbot. Actuellement, c'est-à-dire on est avec Anne-Claire. Anne-Claire, bonsoir. Bonsoir. Et aujourd'hui, on va parler de l'UNRWA. On va parler de l'UNRWA, oui. Voilà. La première question que je pense que les spectateurs posent, c'est quoi l'UNRWA? C'est quoi l'UNRWA? Alors exactement, bon, c'est un acronyme qui en fait est très très long. Alors c'est en anglais, donc c'est United Nations for Relief, Secours and Work, UNRWA Agency. Et en général, on s'arrête là. Si on veut dérouler l'acronyme intégral, c'est Agency for Palestine Refugees, désolé pour l'accent, au Moyen-Orient. Exactement. En fait, c'est une agence créée par l'ONU, par l'Organisation des Nations Unies, en décembre 1948, qui est devenue opérationnelle en 1949 et qui est spécifiquement dédiée à ceux qu'on appelle les réfugiés palestiniens. Après la Nakba. Alors la Nakba, on vous en parlera un peu plus tard. Voilà, c'est créé en décembre 1948. Et pourquoi tu as choisi de parler de l'UNRWA actuellement? On va en parler parce que c'est d'actualité. Oui. Il en est beaucoup question depuis un an. Bon, évidemment, puisque l'UNRWA est indissociable en fait de ce qui se passe en Palestine et en particulier à Gaza. Et puis il y a une semaine, donc lundi 28, a été votée à la Knesset une loi, enfin le Parlement israélien, deux lois en
réalité, mais qui convergent complètement et qui conduisent purement et simplement à interdire toutes les activités de l'UNRWA sur le sol israélien. Alors je dis sur le sol israélien parce qu'on pourrait se dire oh bon bah, si c'est sur le sol israélien c'est pas très grave, mais en fait c'est très très grave puisque tout se coordonne en termes de logistique et en termes de financement depuis le sol, depuis Israël, depuis 1967 je crois. Il y a eu un accord conclu entre Palestine et Israël. Donc en fait c'est très très lourd de conséquences. Oui. Je voulais préciser aussi parce que pour nous l'UNRWA c'est un peu loin. Je pense que certains comme moi d'ailleurs, hein, on en a entendu parler que relativement à ce qui se passe en Palestine. C'est une énorme machine hein, au sein de l'ONU, qui est une encore plus énorme machine, mais qui emploie quand même, pour ce qui est de la Palestine, là, 30 000 personnes, dont 13 000 à Gaza, et qui est bien sûr financée par la communauté internationale. Ici, si on veut un petit peu expliquer à nos téléspectateurs, en fait, c'est une agence humanitaire faite pour les réfugiés palestiniens qui étaient à la fois à Gaza, en Cisjordanie, mais aussi dans les pays limitrophes, là où il y avait les camps des réfugiés, au Liban, en Syrie et aussi en Jordanie. Et tous ces réfugiés, tout ce qui concerne leur éducation, santé, et tous leurs besoins, c'est-à-dire humanitaires et tout, il était géré par l'UNRWA. Oui, et géré encore aujourd'hui. Hein, l'UNRWA, on peut parler tout de suite de... Parce que les Palestiniens, c'est des apatrides. Ils n'ont pas encore... Exactement. Alors ça, c'est une question qui relève du juridique, hein, mais qui est très spécifique et qui est spécifique vraiment aux Palestiniens. Mais... Donc, pour en revenir, pour en revenir aux missions hein, de l'UNRWA, il faut déjà se représenter en effet, c'est que l'UNRWA gère 6 millions de réfugiés. Alors, ceux qu'on appelle, c'est une question quand même très, très particulière, hein, ceux qu'on appelle encore les réfugiés palestiniens et leurs descendants, ceci depuis 1948. Hein. C'est quand même sur une très très longue durée. Donc 6 millions, en effet, moi, comme tu l'as dit Jawad, répartis. Alors il faudra ensuite qu'on explique pourquoi, en effet, pourquoi autant de réfugiés palestiniens. Normalement, c'est quelque chose de très transitoire, et là, on voit que ça se prolonge. Hein. Donc en Jordanie, en Syrie, au Liban, en effet, et ce qui est très particulier, et ce que parfois on a du mal à comprendre, à Gaza et en Cisjordanie. Ce qui voudrait donc dire qu'on peut être réfugié dans son propre pays. Oui. Puisque Gaza et Cisjordanie sont des territoires palestiniens, parce qu'en fait, c'est ce qu'il reste de la Palestine originelle. Donc, ceux qu'on appelle les réfugiés de Gaza ou de Cisjordanie, ce sont ces Palestiniens qui vivaient dans les territoires palestiniens à l'origine, et qui ont dû partir pour des raisons que Claude expliquera tout à l'heure, de leur maison, et qui se sont réfugiés au plus proche, souvent, c'est-à-dire, en effet, dans ce qu'il reste de la Palestine. À Gaza, par exemple, les 2/3 des habitants sont des réfugiés ou des descendants de réfugiés. Mais tout à l'heure, Angela, tu as dit que la semaine dernière, c'est-à-dire jusqu'à la semaine dernière, l'UNRWA était protégée. Alors déjà, on peut peut-être parler des conséquences directes de l'interdiction qui vient d'être décidée à la Knesset et qui a été officialisée aujourd'hui même, lundi 4 novembre. Hein. Donc c'est officiel malgré le tollé international que ce vote, à une écrasante majorité en plus, que ce vote a suscité. La première conséquence, comment dirais-je, la loi, en fait, la nouvelle loi interdit tout contact entre Israël, entre l'armée israélienne en particulier, entre les autorités israéliennes et les employés de l'UNRWA. Donc la première conséquence, on s'en doute, c'est que tout ce qui est de l'ordre des convois humanitaires, les convois ne vont plus pouvoir passer du tout. Bon, déjà, ça fait déjà des mois qu'ils passent au compte-gouttes, dans des conditions extrêmement difficiles. Mais là, ils vont plus pouvoir passer du tout. Les employés comme les convois ne pourront plus passer ces fameux checkpoints dont on entend parler. Donc, comme on est dans un contexte de guerre où toute une population est déjà dans une situation que
que les journalistes qui en parlent ne savent plus comment décrire, hein, apocalyptique, indicible, indescriptible, etc. On peut imaginer les conséquences. En termes de conséquences, par ailleurs, les personnels de l'UNRWA ne bénéficieront plus d'aucune protection. Alors, est-ce qu'ils étaient protégés jusque-là ? Officiellement, oui. En fait, quand on regarde ce qui se passe depuis le 8 octobre, on a quand même, c'est important de le dire, parce que c'est assez rare, 233 parmi les personnels de l'UNRWA, donc de l'ONU, qui ont été assassinés, qui ont été tués. Plus de la moitié des installations de l'ONU ont été bombardées, à commencer par ces écoles dont on entend souvent parler, qui étaient des écoles, qui sont des écoles de l'UNRWA, justement, et qui ont été transformées dans l'urgence en camps de réfugiés de fortune. Donc, mais alors, quand l'UNRWA est protégée, voilà ce que ça donne. On peut imaginer ce que ça va donner quand il n'y a plus aucune protection. Une question qui se pose, qu'est-ce que l'État d'Israël reproche à l'UNRWA, finalement? Ah oui, finalement. Alors, beaucoup de choses qu'on va pas énumérer, forcément, voilà, mais pour s'en tenir à beaucoup de choses très profondes, en fait, qui touchent vraiment à l'essence de ce conflit et aux origines de ce conflit. Mais pour s'en tenir à l'actualité de l'année écoulée, je pense que vous en avez entendu parler, en janvier 2024, Israël a porté une accusation très très forte, en fait, contre l'UNRWA, en disant en avançant soi-disant les preuves que 12 des employés étaient en fait des membres du Hamas. 12 des employés de l'UNRWA étaient des membres du Hamas et avaient même participé au massacre du 7 octobre. Ceci a évidemment donné lieu à une enquête, à une investigation d'un organisme qui dépend de l'ONU, mais qui est quand même indépendant et qui est là pour évaluer les activités de l'ONU. Avant même les conclusions de cette enquête, la direction de l'UNRWA a aussitôt licencié les 12 employés suspects. Ils ont d'ailleurs un discours très clair et très réaliste sur ce point-là. Ils disent, on ne sait pas, en fait c'est possible, dans le doute on préfère les licencier. Il est possible que sur 13 000 employés à Gaza, on en ait quelques-uns, en effet, qui fassent partie du Hamas. Bon, toujours est-il que ce qui est très clair, c'est les conclusions de cette commission d'investigation, qui a été coordonnée, en l'occurrence, par Catherine Colonna, une de nos anciennes ministres, et qui le dit et le martèle, et le redit encore aujourd'hui, où justement l'UNRWA est interdite, qui dit Israël n'a pu nous apporter aucune preuve. Donc l'UNRWA, là, a été innocentée, puisqu'évidemment, quand on accuse, c'est sur preuve. D'accord. Mais finalement, l'UNRWA, quelles sont les missions de l'UNRWA de façon concrète pour que les téléspectateurs comprennent le rôle très important de l'UNRWA pour la Palestine? Le rôle très important et la catastrophe, la tragédie que va entraîner son interdiction, parce qu'en effet, les missions de l'UNRWA sont très très larges. Bon, déjà, ça couvre 6 millions de personnes, comme déjà dit. Ensuite, alors, je vais vous citer quand même, et là j'ai besoin de mes lunettes, je vais vous citer la résolution, alors pour être précis, 302 de l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc ça remonte à 1948, à décembre 1948. Donc dès sa création, l'UNRWA a pour mandat de fournir une assistance humanitaire et une protection aux réfugiés palestiniens enregistrés dans la zone d'opération de l'agence et de leurs descendants. Ceci dans l'attente d'une solution juste et durable à leur situation. Donc, longue attente. Les réfugiés sont précisément définis comme les personnes dont le lieu de résidence était la Palestine pendant la période du 1er juin 1946 au 15 mai 1948 et qui ont perdu, je cite toujours cette résolution 302, et qui ont perdu à la fois leur maison et leurs moyens de subsistance. Bon. Depuis cette date déjà lointaine, l'agence gère alors beaucoup de choses indispensables à la vie des Palestiniens. Tout ce qui relève de la santé, les centres de soins, les centres de santé, les secours et les services sociaux, les écoles, les centres de formation professionnelle, tout ce qui relève aussi du microfinancier.
tout ce qui peut concourir au développement, à l'assainissement des camps en termes de construction, en termes de voirie, de ramassage d'ordures, etc. Et puis, bien sûr, et actuellement c'est particulièrement important, l'UNRWA est mandatée depuis sa création pour apporter une aide d'urgence. Donc l'UNRWA est indispensable à tous les réfugiés palestiniens, mais pour ce qui est des Gazaouis, elle est même de l'ordre du vital. Puisque privé de cette aide humanitaire en termes de nourriture et en termes de soins, en gros, ceux qui ont pu survivre au bombardement mourront de faim ou des suites de leurs blessures et maladies. Qui a conduit à la création de l'UNRWA. Oui, alors je vais essayer d'en parler en essayant d'être le plus objectif possible et à partir de mes connaissances. Enfin, j'ai essayé de travailler le sujet, donc j'ai essayé de regarder un peu. Enfin, avec la limite qui est que je ne suis quand même ni historien, ni chercheur, et donc avec un peu mon regard de militant intéressé par la cause. Voilà. Donc, en gros, ce que je comprends, moi, c'est que des événements sont survenus à la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Et dès le lendemain de cette proclamation, il y a eu la première guerre, entre guillemets, israélo-arabe, qui a été perdue d'ailleurs par les Arabes et qui a conduit derrière un certain nombre de problématiques pour les populations. Mais depuis 1947, au moment de la proclamation du plan de partage par l'ONU, une guerre civile s'est déclarée en Palestine opposant les populations arabes aux Juifs et aux milices, parce qu'il y avait des milices paramilitaires juives qui étaient très actives à l'époque et qui ont commis des faits d'armes assez importants. Par exemple, pour mémoire, il y a eu l'attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem, je ne sais pas en quelle année d'ailleurs, en 1946, ouais, et qui a à suite de quoi il y a eu une centaine de morts quand même. Bon, enfin bref, je referme la parenthèse. Donc, durant la guerre civile, il y a eu quand même beaucoup de choses. Alors, il faut mettre aussi en exergue le fait que il y a eu l'apparition d'un plan qui s'appelle le plan Dalet, qui a été mis en œuvre par malheureusement la partie juive. Et ce plan Dalet qui a été fait en 48, en avril 48, qui a été mis en place, mettait en place des procédures visant à le plan Dalet, des directives visant à détruire les habitations des Palestiniens dans des villes, dans des communes, etc. Et donc, ce plan Dalet a produit la destruction de, grosso modo, 500 villages et 11 villes palestiniennes. Ces villes et ces villages ont été vidés de leur population, qui ont été persécutés, pourchassés et qui ont quitté leur territoire, quoi. Et c'est tout ce qui explique donc ce qui s'appelle la Nakba, qui en fait qui signifie le désastre ou la catastrophe, et qui a consisté à fuir les habitations de Palestine pour au moins 750 000 d'entre eux, qui fait qu'une bonne partie du territoire a été vidée de ses habitants du fait de ces persécutions, de ces plans voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que la Nakba constitue dans le narratif palestinien, mais aussi dans l'imaginaire palestinien, quelque chose d'extrêmement terrible, quoi. Au même titre que la Shoah, la Nakba est considérée comme un événement majeur dans l'histoire, d'un désastre dans l'histoire de la Palestine, et ça explique beaucoup de choses en 2024, quoi. Voilà. Donc, ce que je voulais dire pour terminer,
c'est que la Nakba a conduit, on l'a dit précédemment, a conduit donc des milliers de Palestiniens à partir un peu partout, et en particulier dans les pays limitrophes, mais ça on l'a expliqué un peu en avant, et aussi à l'intérieur de la Palestine, dans des zones qui, dans le plan de partage, devaient faire partie du futur État palestinien, donc Gaza et la Cisjordanie. Alors, moi, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse et dire que les historiens juifs ont beaucoup travaillé dessus. Il y en a un en particulier qui s'appelle Ilan Pappé, et qui a, lui, clairement dit que la Nakba s'est inscrite dans un plan de purification ethnique qui était organisé à l'époque par les Juifs, avant l'État d'Israël, par les Juifs, et elle appelait ça le nettoyage ethnique de la Palestine. Ça fait l'objet d'un livre qui a été édité par Fayard en 2008 et que je conseille à tout un chacun d'aller lire, quoi. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire sur les raisons qui expliquent l'exode des réfugiés, donc la réalité de la Nakba. Bon, ben, on a compris pour différentes raisons. Donc on va mettre de côté alors le narratif israélien selon lequel l'UNRWA est une organisation terroriste qui donc menace sa sécurité. Voilà, ça reste la version qu'on entend assez souvent. Bon, il y a d'autres raisons. Une qui fait très mal parce qu'on voit bien que interdire l'UNRWA vu le contexte, le contexte de guerre, on va pas revenir là-dessus, mais c'est vraiment condamné, c'est vraiment tirer sur l'ambulance, c'est condamné à une mort quasiment certaine. Un encore plus grand nombre de Palestiniens. Puis après, il y a d'autres raisons plus lointaines d'une certaine manière. Bon, l'UNRWA, c'est vraiment l'histoire, c'est la mémoire des réfugiés palestiniens, mais pas seulement au sens symbolique, au sens administratif et juridique, puisque c'est l'UNRWA qui, depuis 1948, tient les comptes, détient l'état civil de ces millions de réfugiés. Donc, supprimer l'UNRWA, c'est aussi quelque part effacer cette histoire. Et pour finir, l'UNRWA, c'est l'ONU, donc c'est le droit international. Et c'est ce droit international, par le biais de l'UNRWA, qui répète et martèle des vérités historiques qu'Israël n'a pas du tout envie d'entendre et de prendre en compte. Je vais encore une fois citer une résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, alors une qui est très ancienne déjà, à nouveau on revient à cette année clé, 1948, cette fois-ci c'est la résolution 194, qui affirme le droit au retour des Palestiniens. Donc l'UNRWA le droit au retour intimement lié à ces termes par l'Assemblée générale des Nations unies le 11 décembre 1948 et réaffirmé alors bien longtemps après en 1974 et en des termes à peu près identiques. Donc cette fois je cite la résolution 32-36 de l'Assemblée générale des Nations unies qui revient sur le droit entre guillemets le droit inaliénable des Palestiniens à retourner dans leur foyer et vers leurs biens d'où ils ont été déplacés et déracinés. Donc l'UNRWA rappelle ceci en permanence. Les Palestiniens resteront considérés comme des réfugiés tant qu'ils n'auront pas eu ce droit au retour chez eux. Juste une parenthèse, mais juste une parenthèse, ce droit au retour, il est vraiment constitutif là, de l'histoire de la Palestine et il explique pourquoi, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans beaucoup d'œuvres palestiniennes, il y a le motif de la clé, le symbole de la clé qui revient. Bon, on connaît mieux la pastèque, mais il y a beaucoup de clés. Et cette clé, c'est celle du retour, c'est-à-dire celle de la maison dont on a été chassé. Et beaucoup de Palestiniens sont partis avec cette clé autour du cou et l'ont encore. Voilà. Et pour conclure, la conclusion, puisque là on est vraiment, on n'est pas seulement dans le passé, on est vraiment dans l'actualité. Le rapport d'avril 2024, le rapport Colonna, juge, je cite encore une fois, que l'UNRWA est
irremplaçable et indispensable aux Palestiniens. Le rapport encourage vivement la communauté internationale à se tenir aux côtés de l'agence afin qu'elle puisse effectuer ses missions et relever les défis qui se présentent. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Claire.